Le 7 juin 1981, 8 chasseurs F-16 israéliens ont décollé de la base aérienne d'Etzion dans le désert du Negev. Leur destination, un complexe nucléaire situé à 17 km au sud-est de Bagdad, en plein cœur de l'Irak. En moins de 2 minutes, ces pilotes allaient détruire le réacteur nucléaire Osirak et redéfinir les règles de la guerre préventive. Cette mission, nom de code Opération Opéra, reste l'une des frappes aériennes les plus audacieuses de l'histoire militaire moderne. Comment Israël a-t-il planifié cette attaque chirurgicale à plus de 1600 km de ses frontières? Quels secrets se cachaient derrière ce réacteur construit avec l'aide de la France? Et quelles ont été les conséquences géopolitiques de cette décision? Restez avec nous pour découvrir l'histoire fascinante de l'opération Opéra. En septembre 1975, Saddam Hussein, alors vice-président de l'Irak, se rend à Paris pour négocier un accord qui allait alarmer le monde entier. L'Irak souhaitait acquérir un réacteur nucléaire de recherche auprès de la France. Officiellement, ce réacteur de type Osiris, surnommé Osirak par les médias, devait servir à des fins scientifiques pacifiques. La France, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, accepte la transaction en novembre 1975, motivée par des intérêts économiques et des contrats pétroliers avantageux. Le contrat prévoyait la livraison de 72 kg d'uranium enrichi à 93%, une concentration bien supérieure aux besoins civils standards. Les services de renseignements israéliens, le Mossad et l'Aman, commencent immédiatement à surveiller le projet. En 1977, leurs analyses concluent que l'Irak pourrait produire suffisamment de plutonium pour fabriquer une bombe atomique d'ici 1981 ou 1982. La construction du réacteur débute en 1979 sur le site d'Al-Twita, un complexe fortifié situé dans le désert irakien. Les ingénieurs français et italiens travaillent jour et nuit pour achever le projet. Israël multiplie les démarches diplomatiques auprès de Paris, avertissant que ce réacteur représente une menace existentielle. Le Premier ministre Menachem Begin déclare en privé qu'Israël ne permettra jamais à un État hostile de posséder l'arme nucléaire. En avril 1979, des agents du Mossad sabotent des composants du réacteur dans un entrepôt près de Toulon, en France, retardant la livraison de plusieurs mois. Puis, le 13 juin 1980, le physicien égyptien Yahya El-Machad, clé du programme nucléaire irakien, est assassiné dans sa chambre d'hôtel à Paris. Malgré ses actions clandestines, la construction se poursuit. Le temps presse pour Israël. Le 30 septembre 1980, l'Iran de l'ayatollah Khomeini, désormais en guerre contre l'Irak, tente une frappe aérienne sur Osirak. 2 chasseurs F-4 fantômes iraniens bombardent le site, mais causent des dommages mineurs. Cette attaque échouée prouve qu'une opération mal préparée ne suffirait pas. Israël comprend qu'il devra agir seul, avec une précision absolue avant que le réacteur ne devienne opérationnel et que toute frappe ne provoque une catastrophe radioactive régionale. Laissez un commentaire avec le mot Osirak si vous découvrez cette histoire pour la première fois et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne manquer aucun épisode de nos documentaires historiques. À Tel Aviv, dans les bureaux secrets de l'état-major israélien, la décision est prise. Osirak doit être détruit avant qu'il ne soit chargé en combustible nucléaire. Le Premier ministre Menachem Begin convoque ses conseillers militaires en octobre 1980. Le chef d'état-major, Raphaël Eitan, présente plusieurs scénarios. L'option retenue implique l'utilisation des nouveaux chasseurs F-16 Fighting Falcon, récemment livrés par les États-Unis. Ironiquement, ces F-16 devaient initialement être vendus à l'Iran du Shah, mais après la révolution islamique de 1979, Washington les a redirigés vers Israël. Ces appareils, capables de transporter des charges de bombes lourdes sur de longues distances, sont parfaits pour une mission en territoire profondément hostile. La force aérienne israélienne, Eil Avir, sélectionne 8 pilotes d'élite parmi les plus expérimentés. La planification logistique représente un défi colossal. La distance entre Israël et Al-Twaïssa dépasse les 1600 km. Les avions devront traverser la Jordanie et l'Arabie saoudite sans être détectés, puis voler au-dessus du désert irakien jusqu'à Bagdad. Pour éviter les radars, la formation volera à très basse altitude, consommant davantage de carburant. Chaque F-16 sera équipé de 2 bombes Mk84 de 2000 livres, soit près de 900 kg chacune. Le commandant de l'opération, le colonel Zeev Raz, dirige les entraînements secrets dans le désert du Negev. Les pilotes répètent inlassablement leurs approches, simulant les conditions exactes qu'ils rencontreront au-dessus d'Osirak.
Ils étudient des photographies satellites fournies par les États-Unis, bien que Washington ignore leur utilisation finale. La CIA elle-même surveille le programme irakien, mais l'administration Carter reste prudente, craignant une escalade régionale. En mars 1981, l'ambassadeur américain en Israël, Samuel Lewis, est convoqué par Begin. Le Premier ministre israélien évoque la menace nucléaire irakienne en termes dramatiques, mais sans révéler ses intentions militaires. Washington recommande la patience et la diplomatie. Begin hoche la tête poliment, sachant qu'Israël agira indépendamment de l'avis américain. La date de l'attaque est fixée au 7 juin 1981, un dimanche. Ce jour-là, les techniciens français et italiens ne travaillent pas sur le site, minimisant les pertes civiles étrangères. Chaque détail est calculé. Horaire du coucher du soleil, trajectoire de vol, délai de réaction de la défense aérienne irakienne. L'opération doit durer au maximum 2 minutes au-dessus de la cible. 2 minutes pour changer l'histoire du Moyen-Orient. Vous appréciez ce contenu ? Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire militaire. Le 7 juin 1981, à 15h55 heure locale, les moteurs des 8 F-16A Fighting Falcon rugissent sur la piste de la base aérienne d'Etzion dans le désert du Negev. Les pilotes portent leur combinaison de vol, conscients que cette mission pourrait bien être leur dernière. 6 chasseurs F-15 Eagle les accompagnent en escorte, prêts à intervenir en cas d'interception ennemie. Parmi les pilotes des F-16 se trouve le capitaine Ilan Ramon, un jeune aviateur de 27 ans qui, 22 ans plus tard, deviendra le premier astronaute israélien avant de périr tragiquement dans la catastrophe de la navette Columbia en 2003. Les 14 appareils décollent en formation serrée et prennent immédiatement cap à l'est. Pour économiser le carburant, ils volent à vitesse réduite, environ 900 km/h, bien en dessous de leur capacité maximale. Chaque F-16 transporte exactement 3600 litres de carburant dans ses réservoirs internes et 2 réservoirs externes supplémentaires. Il n'y aura aucun ravitaillement en vol. Tout doit être calculé au litre près pour l'aller et au retour. La formation pénètre dans l'espace aérien jordanien à très basse altitude, environ 30 mètres au-dessus du sol, pour éviter la détection radar. Les pilotes volent en silence radio complet. Le bruit des réacteurs résonne dans les canyons désertiques, mais aucune alerte n'est déclenchée. Les radars jordaniens, concentrés sur des altitudes plus élevées, ne perçoivent rien d'inhabituel. La formation continue vers le nord-est, traversant ensuite le désert saoudien sans rencontrer d'opposition. À 17h30, les avions survolent la frontière irakienne. Le paysage change, des champs irrigués apparaissent, signe que Bagdad approche. Les pilotes ajustent leur système de navigation. Le commandant Ze'ev Raz, en tête de formation, aperçoit au loin les coupoles caractéristiques du réacteur Osirak. Le soleil commence à descendre vers l'horizon, créant des ombres longues sur le complexe nucléaire. C'est exactement le moment prévu. À 18h35 précise, heure locale de Bagdad, la formation brise le silence radio. Les F-15 Eagle prennent de l'altitude pour surveiller les éventuelles interceptions ennemies. Les 8 F-16 plongent vers leur cible en piqué à 90 degrés, accélérant à plus de 1000 km/h. Les systèmes antiaériens irakiens ouvrent le feu, mais trop tard. Les traceurs rouges et oranges des batteries DCA zèbrent le ciel, créant un spectacle pyrotechnique mortel. Les pilotes israéliens ignorent les explosions autour d'eux et se concentrent sur leur viseur. Dans quelques secondes, 16 bombes de 2000 livres vont s'abattre sur la coupole de béton d'Osirak. À 18h35 et 20 secondes, le capitaine Ze'ev Raz appuie sur le bouton de largage. 2 bombes Mk-84 se détachent de son F-16 et tombent en spirale vers la coupole du réacteur. En succession rapide, les 7 autres pilotes larguent leur charge. 16 projectiles de 900 kg chacun, guidés par la gravité et la précision de l'entraînement, foncent vers le centre du complexe d'Al-Tuwaïta. La première bombe perce le dôme de béton armé avec une violence inouïe. L'explosion produit un champignon de fumée noire qui s'élève instantanément dans le ciel. Les bombes suivantes frappent en succession, élargissant la brèche initiale. Le bâtiment abritant le cœur du réacteur s'effondre sur lui-même dans un grondement assourdissant. Les structures métalliques se tordent sous la chaleur et la pression.
Les flammes orange et jaune jaillissent des décombres, accompagnées de colonnes de fumée grise qui obscurcissent le soleil couchant. Au sol, les soldats irakiens chargés de protéger le site courent dans tous les sens, cherchant un abri. Les batteries anti-aériennes continuent de tirer aveuglément dans toutes les directions, sans parvenir à verrouiller les cibles qui filent déjà vers l'ouest. 10 soldats irakiens périssent dans l'attaque, ainsi qu'un ingénieur français, Damien Chausse-Pied, qui travaillait ce dimanche malgré les consignes. Le choix du dimanche visait précisément à épargner les techniciens européens qui ne travaillent généralement pas ce jour-là. À 18h37, soit exactement 110 secondes après le début de l'attaque, le dernier F-16 quitte la zone cible. Les 14 appareils israéliens se regroupent en formation et mettent cap à l'ouest, retraversant le désert irakien à pleine puissance. Les réservoirs de carburant s'amenuisent dangereusement. Certains pilotes calculent mentalement s'ils atteindront la frontière israélienne avant la panne sèche. Ilan Ramon, le dernier de la formation, surveille ses jauges avec inquiétude. Miraculeusement, aucun appareil israélien n'est touché. Les 14 chasseurs franchissent la frontière jordanienne sans incident, puis celle d'Israël. À 20h15, ils atterrissent un par un sur la base d'Etzion. Les réservoirs de plusieurs F-16 indiquent moins de 5 minutes de vol restantes. Sur le tarmac, les équipes au sol applaudissent. Le Premier ministre Menachem Begin téléphone immédiatement à l'ambassadeur américain Samuel Lewis pour l'informer de l'opération accomplie. Washington est sous le choc. À Bagdad, Saddam Hussein entre dans une colère noire. Le réacteur nucléaire qui devait assurer la puissance de l'Irak est désormais un amas de ruines fumantes. Les images satellites américaines confirment la destruction totale du cœur du réacteur. Dans les jours suivants, Saddam ordonne l'exécution des officiers responsables de la défense aérienne accusés de négligence criminelle. Le monde entier découvre avec stupéfaction l'audace de l'opération israélienne. La condamnation internationale ne se fait pas attendre. Le 19 juin 1981, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte à l'unanimité la résolution 487 condamnant fermement l'attaque israélienne et la qualifiant de violation du droit international. Les États-Unis, malgré leur alliance avec Israël, votent en faveur de la résolution. L'administration Reagan suspend temporairement les livraisons de F-16 supplémentaires à Israël en signe de désapprobation. La France proteste vigoureusement, dénonçant une atteinte à sa souveraineté et à ses intérêts commerciaux. Pourtant, dans les couloirs du pouvoir occidental, certains admettent en privé leur soulagement. Les services de renseignement américains et européens savaient que Saddam Hussein développait un programme militaire nucléaire. L'attaque israélienne a éliminé cette menace sans que Washington ou Paris n'aient à assumer la responsabilité politique. Au fil des années, cette perspective évolue. En 1991, lors de la première guerre du Golfe, le général américain David Ivry, ancien commandant de la force aérienne israélienne en 1981, reçoit une lettre de remerciement du secrétaire à la Défense Dick Cheney, reconnaissant que l'opération Opéra avait probablement évité qu'une guerre nucléaire n'éclate au Moyen-Orient. Le débat historique sur les conséquences de l'opération Opéra reste ouvert. Certains analystes affirment que la destruction d'Osirak a retardé de plusieurs décennies le programme nucléaire irakien. D'autres soutiennent que l'attaque a paradoxalement incité Saddam Hussein à poursuivre ses ambitions atomiques de manière plus clandestine et dispersée. Les inspections de l'ONU après la guerre du Golfe de 1991 révéleront effectivement l'existence de sites nucléaires secrets, preuve que l'Irak n'avait jamais renoncé à ses ambitions. L'opération Opéra établit ce que deviendra la doctrine Begin. Israël ne permettra jamais à un État hostile de posséder l'arme nucléaire, quels que soient les moyens nécessaires pour l'empêcher. Cette doctrine sera appliquée à nouveau le 6 septembre 2007, lorsque l'aviation israélienne détruira un réacteur nucléaire en construction en Syrie lors de l'opération Orchard. Elle continue d'influencer la politique israélienne face au programme nucléaire iranien, source de tensions persistantes au XXIe siècle. Pour les pilotes de l'opération Opéra, la mission demeure le sommet de leur carrière. Zeev Raz devient général et héros national. Ilan Ramon, le plus jeune pilote de la mission, réalise son rêve en devenant astronaute. En 2003, il embarque à bord de la navette spatiale Columbia pour une mission scientifique. Tragiquement, la navette se désintègre lors de son retour sur Terre le 1er février 2003, tuant Ramon et ses 6 coéquipiers.
Dans son casier personnel retrouvé dans les débris, on découvre une Torah miniature qu'il avait emportée dans l'espace, symbole de sa foi et de son héritage. Aujourd'hui, plus de 40 ans après l'opération Opéra, les leçons de cette mission audacieuse continuent d'être étudiées dans les académies militaires du monde entier. Elles démontrent qu'une petite nation déterminée peut modifier l'équilibre stratégique régional par une action chirurgicale et risquée. Elles posent également des questions éthiques et juridiques sur la légitimité des frappes préventives. L'histoire jugera si l'opération Opéra fut un acte de légitime défense visionnaire ou une violation dangereuse du droit international. Ce qui est certain, c'est que le 7 juin 1981, en 2 minutes au-dessus du désert irakien, 8 pilotes israéliens ont changé le cours de l'histoire du Moyen-Orient. Quelle est votre opinion sur l'opération Opéra? Était-ce un acte de légitime défense justifié ou une attaque préventive illégale? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Si ce documentaire vous a fasciné, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche de notification pour découvrir nos prochains épisodes sur les opérations militaires les plus audacieuses de l'histoire. Merci de nous avoir suivis.